j'essaie de faire à ma sauce en fait. Ouais, je pense que quand tu fais à ta sauce, c'est beaucoup plus naturel. Ouais, ok. Ok, on va tester de toute façon. Si je me plante, tu vas le mettre, je sais, mais on recommence. Non, non, mais il faut que tu fasses vraiment comme toi tu le sens. Vas-y, vas-y. Coude. Il n'y a pas de fenêtre et tout, ça c'est normal. Et puis les événements de ce week-end, ne manquez surtout pas la fête du vin, ça sera à la Grande Motte. Vous aurez aussi le salon de l'écologie avec nos jeunes étudiants, les organisateurs à Montpellier. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous fin novembre pour le festival des effets spéciaux. Et maintenant, place à votre journal. En quoi ça consiste ta sortie aujourd'hui? Alors l'idée de cette sortie, c'est dans le cadre de la découverte justement des salines, un programme qui est mené par le Conservatoire des espaces naturels et du ciel. L'idée, ce jour d'Halloween, c'est de faire découvrir un groupe d'animaux pas très connus, les araignées, souvent méprisés, avec des mauvaises réputations. Donc de faire découvrir ce groupe aux enfants et aux adultes, leur montrer leur intérêt, leur diversité et leur particularité qui fait qu'on les reconnaît. Et là, on vient de voir la fabrication là, à partir d'une chaussette. Alors, c'est très original. Très original. Donc, c'était une idée à toi? C'est pas une idée à moi. Je l'ai emprunté à la base. C'est une construction d'insectes à partir de chaussettes. Et moi, je l'ai adapté pour les araignées. Donc, en construisant l'araignée, les enfants ainsi se rappellent du nombre de pattes, de la forme générale du corps. Et ils apprennent à bien les reconnaître, à connaître leurs particularités par la construction. Combien il y a d'espèces d'araignées? On le sait exactement? On ne le sait pas, car on découvre des espèces nouvelles régulièrement, mais on estime qu'en France il y a à peu près 1600 espèces d'araignées, sûrement beaucoup plus, puisqu'on en découvre régulièrement, mais il y en a au moins 1600 de répertoriés. Et elles ne sont pas dangereuses en France? En France, il y a quelques espèces qui peuvent être dangereuses, mais aucune n'est vraiment mortelle. Et les espèces qui sont dangereuses sont rares et souvent très difficiles à trouver. Donc un risque très faible en France d'avoir affaire à une araignée dangereuse. C'est souvent des morsures qui peuvent être douloureuses, mais il y a rarement des cas de dangerosité d'araignée en France. D'accord, donc la journée, là aujourd'hui, vous avez fait une sortie et maintenant un atelier. Exactement, on a fait une petite sortie à l'extérieur. On a observé quelques araignées, des araignées sauteuses qui tissent pas de toile. On a vu des araignées qui tissent des toiles pour capturer leur proie. D'autres araignées qui peuvent faire des toiles un peu plus irrégulières. On les a même observées à l'intérieur, ce qui montre qu'il y a des araignées partout, dans les habitats humides mais également dans les maisons. Et après cette observation, on fait l'atelier de restitution, de construction, quelque chose d'un peu plus amusant pour les enfants, pour qu'ils puissent terminer cette journée d'Halloween avec des souvenirs. Et avec une belle araignée. Et avec une belle araignée mettre, dont ils n'auront plus peur. Dont ils n'auront plus peur. Ben, merci Thomas. Merci à vous. Là, alors c'est quelle lettre? C'est très très dur. Je ne m'en sors pas. Je suis au bout du rouleau. C'est un code. Voilà. Je copie sur mon voisin, donc tout va bien. Ça c'est ma copine, ma copine. Ah non, ne me prenez pas en photo déjà avec le connard d'hier qui était avec ma fille un peu en photo, alors... Ah ça va, je suis pas de bonne humeur. Ça c'est le spécimen. Pourquoi vous n'êtes pas de bonne humeur? T'arrêtes un peu, je te tape dessus. Première fois? Ouais. Allez, on va commencer. Découverte. Découverte. Donc ici vous avez le compartiment utile, donc vous avez le tuyau pour remplir l'eau potable, vous aurez besoin d'un chemin. Voilà, le tuyau. Ici vous avez les deux piquets d'amarrage avec la massette pour vous amarrer tout le long du canal. D'accord. Donc ici vous avez le deuxième extincteur. Ici lampe couloir. Voilà. Le deuxième, vous avez la lampe de porte. Voilà. Et le numéro 3, c'est les petites lampes bleues que je vous ai fait voir sur le pôle supérieur. Voilà. Ensuite, avec 3 cabines sur celui-ci, il y a des modèles à 4 cabines qui sont identiques. Voilà, donc chaque cabine est équipée d'un lit double avec un lit enfant qui est replié sur le haut. Voilà. Double, un lit d'appoint à l'extérieur. Chaque cabine est climatisée séparément. Chaud ou froid. Et chaque cabine a ses salles de bain. Ah oui, oui, tous les bateaux sont entièrement équipés. Vous avez la vaisselle. La vaisselle, les couverts, ouais. les bols. Ouais.
poêle, tout. Vous avez ici après pareil, vous avez saladier, poêle, bouilloire. Voilà. Et ensuite, ici pareil, vous avez un grille-pain, cafetière italienne. Après, si vous voulez même rajouter une cafetière électrique, il n'y a pas de souci, ils ont. Et ensuite, vous avez même donc, le coffre-fort à code. Pour les conduire de l'intérieur. Vous avez caméra, donc quand vous faites votre marche arrière, ici. Avec le changement d'angle, là vous avez l'avant, l'arrière, et ensuite vous pouvez changer de vue. Alors ça c'est un bateau, il faut une bonne heure. Hein. Une bonne heure, oui, pour assimiler vraiment. Tous les boutons, là. Ben, voilà, toutes les fonctions. Parce qu'après c'est un bateau qui est simple, mais sur les fonctions ici, donc vous avez un écran, c'est un écran tactile, donc vous avez un peu tout dessus. Vous avez tous les niveaux, donc diesel, l'eau potable et le réservoir d'eau grise qui collecte les eaux de douche et l'évier. Voilà. Et ensuite ici vous avez les jauges des tanks d'eau noire qui collectent que les eaux de toilette. Voilà. Ensuite ici donc vous avez la climatisation, le tableau général et ensuite chaque pièce est commandée individuellement. Donc quand vous êtes au port, donc, vous branchez le câble électrique. Si vous êtes en navigation, ici vous avez donc la partie génératrice. Donc, voilà, ici. Sur l'avant, pour vous le rapprocher du bord, vous décalez du bord. Non, après c'est un bateau qui est très simple à la conduite, très simple à la manœuvre. Et c'est tous comme ça ou celui-là plus? Non, celui-là c'est plus simple que les autres. Alors celui-là, du fait qu'il soit moderne, oui, il est beaucoup plus simple à la conduite que les autres. À 360, donc c'est un bateau qui se manœuvre. De fou. C'est même plus la barre, c'est carrément tout le joystick. Alors, la majorité du temps, on navigue à la barre. Ouais. Parce qu'à vitesse, on est limité au joystick. C'est vraiment, ça c'est vraiment pour la manœuvre. La manœuvre au départ à l'arrivée. Ouais. Donc là, marche avant, marche arrière, et ensuite le dessus, juste le dessus, on tourne. Et après, pour réaligner le bateau, donc en fait il faut y aller gentiment. Alors surtout pas en travers. Là je suis en travers? Non mais les commandes voilà, s'utilisent en croix, pas en travers. Hein. D'accord. Voilà. Alors pareil, il faut bien tirer droit. Tirer droit, le temps que le bateau soit bien sorti. Alors là on reste droit, jusqu'à que l'arrière est parfait. Ouais. Et là on voit pas l'écran. Non, mais là vous êtes à l'extérieur. On va freiner, marche avant, donc vous freinez. Voilà. Et là, non, donc ça. Voilà. Fais doucement, fais doucement. Non mais là vous pouvez reculer encore. Vous reculez, après vous rajeunissez dedans. C'est vraiment beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je n'en reviens pas encore d'être arrivé à rentrer en marche arrière et de l'avoir garé sans taper.
c'est la cuisine avec le lavabo, le frigo. Avec un four. Il y a 3 chambres et 2 salles de bain. Avec 2 toilettes. Et il y a 2 extincteurs et une prise pour chargeur de smartphone. Voilà. Et alors, vos chambres, c'est lesquelles vous avez choisi? Elle. On est 2 dans une chambre et Sarah elle en a une seule. En fait, le mélange de garçon-fille, vous, dans On la est chambre. obligé. J'étais dormir dans le canapé. Et là, c'est la chambre... Des parents. Là, c'est la première fois? C'est la première fois avec le boat. Voilà. D'accord, Ouais, mais c'est vous la êtes première fois. déjà parti en fluvial? Non, voilà, non, on habite près du lac Léman, donc on connaît bien la vie des ports, tout ça. Mais non, en fluvial, c'est la première fois. Voilà. On fait souvent de camping, souvent des locations avec les bungalows, mais là, le fluvial, non, c'est la première fois. Et là, vous découvrez la région en plus? En plus, ouais. En plus. J'étais jamais venue de ce côté. Non, c'est bien. Et puis c'est beau, là, c'est les pays Qatar, c'est beau. Le canal du Midi, ça a son charme. Hein. Toi, comment tu t'appelles? Joanne. Tu vas piloter, Joanne, ou quoi? Peut-être. Je sais pas encore. Mais j'espère. Enfin, en tout cas, si The Boat a besoin de personnel pour présenter les bateaux, on a déjà trouvé la relève là. Hein. Il y a un jeune steward. Voilà, un jeune. Ouais. Quel âge tu as? 11 ans. Ok, donc là, on va repartir vers là-bas. On va aller s'amarrer en arrière. Donc pour distance, ça peut faire un nœud, d'accord? Donc c'est vraiment... On laisse coulisser. Voilà, on passe autour, on tient notre corde dans la main et le bateau descend. Ok? Et maintenant, je vais vous montrer pour amarrer le bateau. C'est pas lourd là? Non, non, non. Ah, parce qu'on vous voit à l'aise alors qu'on est nombreux sur le bateau. Il y a quand même des... C'est à l'aise. Je lisais là dernièrement, vous savez que le canal du Midi était à des fins commerciales tout au départ. Et ils ont de transport et puis industriel. Hein, commercial. Et ils disaient que 2 chevaux suffisaient pour tirer une péniche qui avait un poids phénoménal de tonnage. Et que pour un chariot diligence, on va dire, ou de gros chariots attelés par les chevaux, pour le 10e du poids, il fallait 6 chevaux. Ah ouais? Voilà. C'est le fait d'être sur l'eau alors? Absolument, on avait un phénomène de démultiplication, on va dire, l'aisance de tirage. Il n'y a pas besoin de faire de la muscu pour ça. Voilà. Alors ça peut être trompeur hein, aussi. En fait, avec le doigt, il y a... parce que lui, il est baraqué, quoi. I've seen things you people wouldn't believe. Le mini-tournage sur les 5 jours, sur les 4 jours, pardon. Et le film sera réalisé entre le samedi soir et le dimanche pour la projection dimanche. Donc par exemple, il y aura le pyrotechnicien va faire exploser une voiture sur le parking du domaine. Voilà, donc comme ça permettra au public de vivre l'expérience d'un tournage. Pour garder une certaine dynamique au niveau des 5 jours du festival, on aura différentes activités. Donc il va y avoir un spectacle vivant qui va jouer plusieurs fois par jour, donc l'animation extérieure, donc le tournage comme je disais tout à l'heure, des cascades, de la pyrotechnie. Festar, c'est un festival qui a 11 ans, qui reboot au cinéma Gaumont, Multiplex et Comédie. C'est un festival qui a pour but de promouvoir les effets spéciaux sous toutes ses formes, que ce soit les effets spéciaux de plateau ou les effets spéciaux numériques, c'est-à-dire faits par image numérique assistés par ordinateur. Et mettre en avant tous ces talents en fait, qui travaillent dans l'ombre et qui ne sont pas forcément toujours récompensés, notamment en France. Ils sont récompensés en coulisses alors qu'ils devraient l'être, je pense, pendant les Césars, alors que ce n'est pas le cas. Nous, le but, c'est de mettre tous ces gens-là en avant, sous la lumière, et de leur expliquer que c'est un métier artistique comme un autre et qui doit vraiment être révélé.
Festar, c'est avant tout un festival de compétition, donc c'est pour mettre en avant donc, ces jeunes réalisateurs qui font des effets spéciaux et qui font aussi des films, donc il n'y a pas que la partie effets spéciaux, c'est une compétition, une vraie compétition de court-métrage. Et avec ça, on a des soirées en avant-première avec des professionnels qui viennent de Londres en fait, pour expliquer en fait, le travail qu'ils ont fait par exemple sur Avengers, Spectre ou tous les films qu'on va diffuser pendant le festival. Et parallèlement à ça, nous avons un chapiteau de 300 mètres carrés où nous avons à peu près des ateliers sur tous les corps de métier fixes, c'est-à-dire maquillage, pyrotechnie, cascade, école 3D et tout ça. Alors vous disiez tout à l'heure, c'est un métier qui n'est pas forcément récompensé dans les grandes cérémonies qu'on connaît. Comment réagissent les professionnels des effets spéciaux quand vous faites appel à eux? En fait, c'est ce qui est génial dans ce festival, c'est que souvent c'est eux qui viennent vers nous, parce qu'ils ont vraiment envie de montrer au grand public leur travail. Ça reste toujours très confiné dans une grosse société, mais eux ils ont envie d'expliquer en fait, leur art et expliquer comment ils font leur métier tout simplement. Donc quand on les invite pour le festival, généralement c'est assez simple. Et des fois, c'est comme je vous dis, c'est eux qui viennent à nous parce qu'ils ont entendu parler du festival et qu'ils ont envie vraiment de parler de leur film. Thomas. Séverine. Marie. Moi c'est Marie Arteta, du coup j'ai rejoint l'équipe Festar cette année et je suis en charge en fait de tous les intervenants, donc voilà, d'inviter les personnes qui vont présenter les films, des partenariats et puis des relations presse à côté. Voilà. Moi c'est Thomas Renz, je suis coordinateur général du festival et j'organise un peu tout ce qui est programmation, communication, touche à tout. Voilà. Donc moi, Séverine Ripoll, donc j'ai rejoint aussi, pareil, comme Marie, cette année le festival et je m'occupe de la partie gestion du salon SFX, donc le salon des exposants, et aussi des journées. Je suis un bon filet de poisson. Non, je suis un bon filet de poisson pas cher. Non, je suis un bon filet de poisson rénové tôt ce matin. Non, je suis un bon filet de poisson qui voyage sans escale. Non, je suis un bon filet de poisson dans un bon filet. Non, je suis un bon filet de poisson. Je vous l'ai peut-être déjà dit ça, non? Oui, je suis un bon filet de lieu noir pêché par Intermarché. C'est parce qu'on aime les bons produits à petit prix que nous sommes producteurs commerçants. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
suffisamment gabarit. Je pense, j'espère surtout terminer, parce que le Cévennes c'est un gros morceau. Cette année ils nous ont concocté quelque chose d'assez compliqué et d'assez difficile. Donc voilà, avant toute chose, sans modestie aucune, c'est de dire terminer le rallye. On sera déjà content d'être à la place de la Comédie samedi soir. Et après la performance, si elle y est, tant mieux. Enfin, il y a énormément de monde dans ma catégorie, en R3, de beau monde, des gens qui savent conduire depuis longtemps. Donc on va dire que entre 35 et 50, entre 35 et 55, ça sera beau. Voilà. C'est la première fois que tu fais ça? Non, c'est pas la première fois, ça va faire ma 5e participation. On avait commencé à faire du rallye par le rallye des Cévennes. Justement, on avait pris un peu pour des fous parce que c'est un gros morceau et commencer sa carrière rallistique par le Cévennes, c'était quand même assez osé, mais on avait terminé, il suffit d'y aller doucement. Voilà, l'objectif c'est d'y arriver, mais après une fois qu'on a le casque, c'est pas toujours, on est toujours calme au départ, mais une fois qu'on a le casque sur les oreilles, on a toujours un peu l'esprit de compétition qui revient. Et rouler la nuit, ça te plaît? Rouler la nuit, c'est magique, ça me plaît pas parce que ça fausse les repères, on y voit moins bien, même si on a des rames de phare qui sont exceptionnelles, mais c'est magique, voilà. Il y a un côté un peu mystique, et puis avec le public qu'il y a au Cévennes. Le public qu'il y a au Cévennes, la nuit, avec les feux partout, les flashs. Ça continue, ça. Ouais, ça continue, ça se perd un petit peu. Je sais, ça se perd un petit peu quand même, parce qu'il y a eu des abus, donc, mais je crois qu'aujourd'hui on essaie d'être assez... on sensibilise pour pas qu'il y ait d'excès, voilà. C'est les excès qui tuent tout malheureusement. Tu vas avoir perdu quelques kilos. Oui, moi je devrais être comme les autres. Mais ça n'a pas d'effet sur moi, ça. C'est bon pour moi. Merci. Ouais, c'est la vignette qui dit que la voiture est réglementaire. Cette catégorie. Monato toujours en tête, celui de Rocher à 20. C'est Guigou. En plus c'est Citroën DS3. DS3. Non c'est ça, c'est le Clio. Plutôt? Ouais, t'as raison, le Clio. Et là il a le turbo lui sur la Clio, rade, mais bon. C'est le seul qui a le turbo.
apparemment. Il faut vraiment faire attention. Ouais. On est content d'être à ce soir. Bon, troisième place pour l'instant, c'est... Ouais, on est super content pour l'instant. On va essayer de la garder jusqu'à demain soir. Ok, super, merci. Oui, c'est Olivier. Bon, mais pour te dire qu'on a eu la malchance toute la journée, la voiture ne tournait pas en rond dès la première spéciale. Et puis on a essayé de faire le maximum et de rester en course pour essayer de réparer à chaque assistance. Et puis le dernier est fatal, on ne peut pas repartir sous peine de casser le moteur plus sérieusement, donc on s'est arrêté. Voilà, donc on a laissé la voiture à cette disponible et on est là sur le Zénith pour récupérer notre voiture et malheureusement on s'arrête là. Bon, mais écoute, rappelle-moi quand tu veux, et tout, j'espère que tu t'amuses sur le bon là, on te salue. Aujourd'hui sur la place de la Comédie, en tout cas c'est un très très bel événement et je vois qu'on est quand même suivi, il y a beaucoup de monde aujourd'hui pour nous accueillir. Un bilan positif de ce événement, on tirera après des conclusions et j'espère en tout cas on réouvrira la discussion avec le ministre pour voir un petit peu les points négatifs, les points positifs, mais je crois qu'on va dans le bon sens et l'épreuve, le nombre d'engagés qui a un petit peu augmenté cette année, on va être plutôt très bien sur 2016 et 2017. Mon frère et Gaëtan Houssin, on les retrouvera tout à l'heure puisqu'ils sont les vainqueurs du trophée Michelin également. Descendez mon cher Eric. Eric Monfray et Gaëtan Houssin, troisième ici, au volant de l'heure 208 T16. Semaine difficile, des conditions, malgré le beau temps, des conditions piégeuses. Et voilà, et c'est une très grande satisfaction pour toute mon équipe.
On prend une sérieuse option pour le trophée Michelin, ce qui était notre objectif de la saison 2015. Ce n'est pas le rallye que vous préférez, enfin sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise dans le championnat. Hein. Non, c'est vrai, bonsoir à tous, c'est quand même le rallye le plus compliqué pour moi. Cette année en plus c'était un sacré morceau entre le timing qu'on avait, les courtes assistances, c'était un peu compliqué physiquement aussi, très piégeux comme le disait Eric tout à l'heure. Et on est quand même satisfait d'être à la deuxième place, même si effectivement Johan a très bien roulé et il a montré qu'il était plus fort que nous aussi. Ce soir, une double grande première, puisque c'est la première fois qu'une voiture de la classe R5 remporte une manche du championnat de France, et c'est la première fois que vous, Johan, remportez également une épreuve du championnat de France. Alors je suppose que c'est du grand bonheur ce soir. Ouais, c'est vraiment du grand bonheur. Et bon, je sais que le timing il est serré, mais on aimerait bien faire une photo souvenir avec toute l'équipe pour remercier tout le monde, le team CHL qui vraiment nous met à disposition cette voiture et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Denis qui m'a apporté beaucoup de choses sur ce rallye, qui le connaissait très bien. Et les ouvreurs, pareil, qui ont fait un super boulot. J'aimerais bien que le team CHL et Cédric et Christophe ils viennent avec nous sur le podium pour faire une photo tous ensemble. C'est un bon moment là. Voilà, et vous ferez la photo pendant que je vais demander à Denis Giraudet, parce que tout à l'heure Jean-François Mourgue vous a évoqué, Denis, vous l'avez entendu, vous remportez une nouvelle victoire ici. La dernière victoire que vous aviez remportée au Cévennes, c'était avec lui, avec Jean-François Mourgue. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé. Vous êtes aux côtés de Johan Bonato depuis le rallye de Mont-Blanc. Que pensez-vous de Johan Bonato, vous qui avez copiloté de très nombreux pilotes de grand talent? C'est un pilote de grand talent, justement. Bon, il est plus tout jeune, le pauvre, il a 32 ans. On considère maintenant que c'est un petit peu vieux, mais je pense qu'il a tout le talent pour faire une belle carrière, non seulement en France, mais aussi en championnat du monde. Voilà, et c'est vous qui vous le dites, Denis. On peut vous croire. Allez, Johan et Denis, vous allez vous asseoir sur le pavillon pour la première fois de cette R5 qui s'impose. Toute l'équipe qui était à vos côtés, effectivement, va venir nous rejoindre. Peut-être par le devant plutôt, hein. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Jean-Claude Vocard en tête, qui vient rejoindre Johan Bonato et Denis Giraudet. Voilà, installez-vous autour de la voiture pour la photo, pendant que Fabien va nous envoyer un petit peu de musique pour cette victoire. Très bien dans l'auto, que vous n'étiez pas à l'aise, et puis tout compte fait, les événements ont fait que ce soir on vous retrouve sur cette troisième marche du trophée des pilotes régionaux à une bonne place en plus, hein, dans le top 10 bien évidemment. Plutôt inespéré comme dit Jean-Louis, parce que hier on crève 1 kilomètre après le départ, donc après il n'y a plus trop d'espoir ni dans la tête ni dans le cœur. Un copilote exceptionnel qui m'a reboosté, Benjamin Villaret qui m'a remis dans le baquet après ma sortie de route de l'Acadien. J'avais plus envie de rien. Ça le mal des Cévennes, on les aime tellement qu'on sait que c'est long, mais on peut y arriver. On respecte les copains qui abandonnent, on est obligé de les remplacer. À l'occurrence, Jérémy Sariès, il fallait bien que Jérémy Capard sa coupe. Et aujourd'hui, je suis là, attaquant très fort sur 3 chronos. Et puis il n'y a pas plus à dire. Hein. Merci aux organisateurs de nous faire encore rêver avec un rallye magnifique. Il n'y a pas de fenêtre et tout, hein, ça c'est normal. C'est pas attaché par le casque.